Bonjour Florence, nous sommes à la ferme du Rouret en ce mercredi. Comment allez-vous? Bonjour, ça va bien. Et voilà, le temps a un petit peu tourné aujourd'hui, là, donc un petit peu meilleur. Bon, les animaux sont toujours là, ils sont prêts à être mangés. Et il en reste encore quelques-uns, donc il nous reste effectivement quelques dindes et quelques pintades, donc on reparlera des dindes un petit peu plus tard. Mais quelques rescapés de Noël, effectivement. D'accord. Oui, ça a été un Noël un peu particulier pour tout le monde, pas de grosses tablées. C'est ça, compliqué, hein, pas mal, comme pour tout le monde, hein, j'imagine, mais oui, assez compliqué à anticiper, à organiser. Donc la particularité, effectivement, c'est que c'était des petites tablées. Donc là, il nous reste effectivement les grosses volailles. D'accord. On en reparlera tout à l'heure. Alors nous voici dans la boutique, dans laquelle on peut trouver pas mal de produits divers et variés. Donc les produits de la ferme. Oui, alors un petit mot donc, sur le point de vente. Donc effectivement, on a bénéficié du programme Leader pour améliorer l'accueil du public et donc notre point de vente. Donc on a été cofinancé par l'Europe, la région et le département. Voilà, donc, ce qui nous a permis de mettre en place ce chouette point de vente. Donc dans notre boutique, on trouve nos produits, donc les dérivés à base de produits de raisin et de céréales particulièrement, et quelques produits d'artisans et producteurs locaux. Alors par exemple, là je vois de l'eau de vie de raisin. Oui. Elle est fabriquée sur place. Alors, c'est un processus qui est un petit peu compliqué, l'eau de vie. Donc en premier, il faut faire, nous on le fait, donc c'est une eau de vie à base de vin. Donc on fait notre vin et on l'amène à distiller. Donc on travaille avec un bouilleur de cru. Nous on est producteurs et on travaille avec des façonniers. Donc on amène nos produits bruts et on les récupère transformés. Donc, c'est ce qui on fait comme ça pour l'eau de vie, on fait comme ça pour le blé, on récupère notre farine. Pour le jus de raisin, on amène notre raisin, on récupère du raisin pressé, etc. Et à chaque fois, ce sont vraiment nos produits qui sont juste transformés avec ni plus ni moins. D'accord. Donc, à part les produits de la vigne et le blé, donc, qu'est-ce que vous pouvez proposer à la ferme du Rouret? Donc les volailles. Les volailles, bien sûr. Les volailles, voilà, le blé qui est en farine, le petit épeautre qui se décline sous 4 formes différentes, en grains, en farine, en semoule et en tagliatelle. Donc les tagliatelles, c'est, je vais les montrer peut-être, c'est des pâtes gastronomiques, réellement en fait. Elles sont fines, elles sont bonnes, elles n'ont pas besoin de grand chose pour vraiment être mises en valeur. Donc ça accompagne réellement un plat. C'est pas des pâtes du quotidien, c'est vraiment assez exceptionnel. D'accord, donc pas besoin de mettre une sauce tomate, un pesto, un filet d'huile d'olive, un peu de sel. Ça, ou alors un tout petit peu de crème avec des truffes. En ce moment, on peut encore en profiter. Donc c'est c'est le top. Même un petit peu de poireau, juste voilà pour relever le goût. Mais il ne faut pas grand chose ou du jus, avec un jus de volaille. Un jus de viande ou un jus de volaille. Un tout petit peu de parmesan dessus, c'est top quoi. Il n'y a pas besoin de plus. D'accord, très bien. Ce qu'on a fait, on va se tourner un petit peu peut-être, ce qu'on a fait cette année, donc nos nouveautés, on peut en parler aussi. Donc on a fait de la gelée de vin, de la gelée de verveine et de la gelée de muscat. Donc en fait ce sont des gelées, des confitures en fait. La gelée de muscat c'est à base de jus de muscat. La gelée de vin donc c'est un petit peu comme le vin chaud donc je vais y arriver. Cannelle, écorce d'orange, c'est surprenant, mais vraiment excellent. Et la gelée de verveine, donc c'est très rafraîchissant, c'est pareil, c'est très fruité, assez surprenant. Et vous nous conseillez de l'ajouter à quel type de plat? Fromage, on peut le manger avec du fromage, du foie gras, donc c'est moins d'actualité qu'avant les fêtes, mais malgré tout on peut encore faire quelques bons repas, il nous reste quelques ça en ce moment, manger quoi. Un peu des anniversaires peut-être, ça. Ou préparer Pâques, on peut toujours préparer les repas. Et puis voilà, avec un petit peu de fromage, un fromage de chèvre, ça passe bien, en tartine. La gelée de verveine avec une chantilly au fond d'une tarte. Pour les fraises alors? Pour les fraises, c'est ça, ou voilà, même au fond, dans le jus en fait, ça fait un petit peu citronné, c'est très très bon. Ou dans les yaourts, j'imagine. Dans les yaourts aussi. Voilà. Tout à fait. Donc il y a encore des petits
petit sac avec l'ensemble des gelées qui sont là, qui attendent. C'est ça, donc il reste quelques produits de Noël. Donc j'ai parlé des produits que je mets en valeur d'autres producteurs, dont les nougats Sylvain, ils sont incontournables. Donc il me reste quelques pâtes de fruits, 2-3 barres de nougat aussi je crois, les bières d'Alexandre, donc le brasseur de Carpentras. Alexandre Desordi qui est installé maintenant à Avenue du Mont Ventoux. Oui. C'est ça, donc nous on travaille ensemble depuis 2-3 ans maintenant. En fait on pratique ce qu'on appelle l'économie circulaire, donc on récupère sa drèche qu'on donne aux volailles. Donc, c'est un partenariat. C'est un partenariat, c'est ça, en échange, il nous laisse mettre en vente ses produits aussi. Il y a aussi les produits de la ruche aux fruits, qui est maintenant située à Bédouin. C'est pareil, ils ont une toute nouvelle boutique, c'est très très chouette. Donc on travaille avec eux aussi depuis quelques temps, donc depuis le confinement particulièrement, où on a mis en vente leurs produits, puisqu'à ce moment-là ils étaient à Flassan, et donc c'était chouette qu'ils aient un point de vente sur Mazan aussi, un petit peu moins excentré. Là maintenant à Bédouin ils sont bien placés. Ils subliment les produits locaux, je trouve, de manière super, donc ils ont plein de bonnes idées. On a le vinaigre de figue, le vinaigre de poivron, le vinaigre de framboise. Ouais, effectivement, il y a des confitures poire caramel, méréville noix et miel. Enfin, c'est très très sympa. Là, il y a un tout petit échantillon. Après, il faut vraiment aller à Bédouin pour voir le reste. D'accord. Enfin, déjà, pour ceux qui ne vont pas jusqu'à Bédouin, on peut venir à la ferme du Rouret, on en trouvera. Voilà. Alors bon, on ne s'attend pas forcément à voir ce genre de produit dans une ferme, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, ça peut être une idée cadeau. Alors, qui a eu cette bonne idée? Donc, je mets le petit panneau quand même, j'explique pourquoi j'ai ça à la ferme. Donc, ce sont des produits à base de chambre à air. D'accord. Voilà, donc on est quand même dans... nous, on a estimé que ça pouvait correspondre au message qu'on veut véhiculer. Donc, on est dans le recyclage, dans une économie circulaire aussi. Donc voilà, c'est que du produit recyclé en fait. Non mais surtout on ne s'attend pas du tout aux produits de base, donc la chambre à air quand on les voit. Voilà, c'est une forme de parrainage que je fais là, donc elle est en train de se lancer, cette jeune femme. Et voilà, du coup on l'accompagne un petit peu. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Stella. Stella. Voilà, et vous allez, vous la croisez déjà sur les marchés, jusqu'à présent elle amène des produits qui viennent d'Asie. D'accord. Là, donc elle se lance dans la chambre à air. Donc là c'est ses premières œuvres en fait, et elle va partir dans les sacs à main. Enfin, elle a plein d'idées, elle va décliner ça. Donc vous nous dites qu'on la croise sur les marchés, donc elle est déjà au marché de Mazan? Alors pas sur le marché de Mazan, mais sur les foires, voilà, sur les marchés de Noël, elle est présente. Oui, c'est déjà une actrice locale. D'accord. Et en parlant de marché, on peut vous retrouver toujours sur le marché du producteur ou au printemps. Là, en ce moment, à partir du printemps, oui. Début avril, je dirais plutôt. Je pense début avril. On démarre la saison. Du début avril jusqu'à fin octobre, c'est ça? Mi à fin octobre. On va voir un petit peu comment se passe la saison. D'accord. Et si toutefois on était destiné à être confiné une deuxième fois aussi durement qu'au printemps dernier, est-ce qu'on pourra retrouver des produits à la ferme? Alors nous, on est ouvert tous les mercredis après-midi, de 15h à 18h, et les samedis de 10h à midi et de 14h à 18h. Donc pour la saison d'hiver, l'été on déplace un petit peu nos horaires. Samedi c'est plutôt 16-19, et mercredi pareil. Donc nous, quoi qu'il arrive, on est ouvert toute l'année. Toute l'année on est ouvert à la boutique. Vous pouvez venir commander vos volailles, venir chercher votre farine, il n'y a pas de souci. Juste venir voir, poser des questions, qu'on vous explique notre manière de travailler. On est réellement en polyculture, donc vous avez vu avec la diversité des produits qu'on propose. Notre particularité, donc on est en bio, et notre particularité vraiment c'est de travailler sur les principes de l'agroécologie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie. Pour être simple, on va dire, c'est un gros mot entre guillemets, c'est on va dire de la paysannerie assez classique, c'est-à-dire un certain nombre de productions différentes et essayer de conserver le maximum de liens entre elles. Se servir en fait des services que la nature que les produits nous offrent, et s'en servir et intervenir, on va dire, le moins possible entre guillemets. S'appuyer sur ce qui existe déjà.
plutôt que d'essayer de ramener à chaque fois des engrais, des phytos, etc. Donc déjà, il y a pas mal de choses et il faut apprendre à les gérer et à s'en servir. Donc là, les cultures qui se complètent chez vous, ça va être l'élevage, particulièrement on va dire l'élevage. Les fientes servent à fumer les champs, donc le blé. Il y a, pour les pommes de terre, après on va semer des pommes de terre. Donc voilà, tout ce qui est en fait enrichissement du sol par rapport aux fientes de volailles, mais les volailles vont aussi servir dans les cerisiers. Oui, c'est elles qui vont un peu picorer tout ce qui se trouve par terre. C'est ça, exactement. Aérer le sol. Assainir un petit peu le sol, voilà. La culture de la cerise reste malgré tout très compliquée, même avec nos pratiques. On n'est pas exempt d'un certain nombre de problèmes, mais ça permet de nous donner un petit peu plus de temps pour récolter. Pour la cerise. Voilà. Après c'est tout ce qu'on met en place autour, donc conservation des haies, des zones de biodiversité, pas d'utiliser de produits chimiques, pas de pesticides. Pas de pesticides, et donc en fait c'est vraiment de l'agriculture bio dans le premier sens du terme, c'est-à-dire que vous n'ajoutez vraiment aucun produit, même on met un petit peu de cuivre et de soufre, sachant qu'on diminue nos doses chaque année. Et ça ne gâte pas les produits. Il y a des risques, il y a des nouvelles années. Après c'est des débats. Oui, mais bon, le produit quand même est sain. C'est sûr que vous avez beaucoup de pertes, mais le produit. Oui, c'est sûr. C'est sûr que sur le cuivre, ça reste un gros débat sur le bio. Nous, on est sur des demi-doses. Depuis le Black Rot, on a choisi de travailler un petit peu différemment encore. Je pense. Je ne sais pas exactement, mais je crois qu'on met à peu près la moitié de la dose autorisée en bio. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, on est dans la fourchette très très basse. Ouais. D'accord, très bien. Ouais. Et on continue à travailler, à regarder ce qui se fait, s'il peut y avoir d'autres. Et il y a une particularité aussi à la ferme du Haut-Ré, c'est qu'il y a un sentier ludique. Ouais. Alors qui a été mis en place déjà il y a quelques temps avec, il me semble, des aides de la COV. Alors c'est encore Leader, non c'est pas la COV, c'est Leader. Donc la boutique c'était le deuxième volet en fait de ce sentier, l'accueil du public. Oui, donc c'est un sentier pédagogique. Donc on a créé autour de ce sentier un jeu de piste en fait, donc pour le grand public. Et à côté de ça, j'ai intégré un réseau aujourd'hui qui s'appelle le réseau Racine, qui est un réseau d'accueil à la ferme où on a mis en place des visites pédagogiques, de l'accueil social aussi. Enfin, voilà. Donc on travaille un petit peu sur tout ça. On a reçu le collège de Mazan, donc le collège Malraux, les éco-délégués au mois de décembre. Et on a des contacts pour avoir d'autres établissements scolaires ces prochains mois, je l'espère, si tout va bien, si le contexte sanitaire le permet. Donc il y a plusieurs pistes de travail, il y a l'économie circulaire, il y a... Sur le sentier en lui-même, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Sur Parce qu'il y a plusieurs étapes, on peut les voir dès qu'on arrive chez vous, on voit les numéros. C'est payant, je le précise, parce que les gens croient que... Donc, en fait, pour profiter réellement du message qu'on veut faire passer, donc il faut passer par la ferme, donc on fait payer un petit peu, voilà, une petite entrée, un droit d'entrée, et on donne donc des règles du jeu un petit livret. Un petit livret, exactement, voilà. Donc c'est un jeu qui dure à peu près une heure et demie. Donc nous on essaye de transformer la vision des gens une fois qu'ils ont fait ce sentier. Donc pour vraiment bénéficier de ça, c'est intéressant de passer par la ferme. Ce qu'on propose, c'est de regarder la campagne un petit peu différemment en fait, et comment l'agriculture s'est bâtie en se servant de la nature. Voilà. Donc c'est un autre regard pour les locaux, parce qu'ils vont malgré tout découvrir certaines choses, et pour les touristes aussi, ça leur permet de découvrir la région un petit peu différemment. Et justement, vous avez eu plus de touristes ou plus de locaux? C'est équivalent. C'est équivalent. Ouais. Donc on travaille avec l'OTI de Carpentras là, donc ils ont mis en place un service de vente en ligne. Donc nous on est dessus, mais il n'y a pas que nous, il y a tout un tas d'acteurs du tourisme locaux. Donc on réserve en ligne, et puis ensuite on a des créneaux et on va visiter les différents espaces.
Et donc ça a pas mal fonctionné. Après, comme on a des jours, donc ça c'est pour des prises de rendez-vous, et puis on a des jours d'ouverture aussi, donc le mercredi, le samedi, et là à ce moment-là les gens peuvent venir spontanément et on leur explique. Donc l'entrée est un petit peu payante effectivement, puisque le domaine est quand même assez grand, il faut l'entretenir, et surtout donc pour continuer à travailler sur ces services de biodiversité rendus, etc. Enfin, ça demande quand même un certain budget, donc de mettre en place des haies, enfin, de continuer à travailler dans ce sens-là. À faire des tests, voilà, il faut un petit peu d'argent, et le but du sentier est aussi là-dedans, c'est continuer à œuvrer dans ce sens-là. C'est compréhensible parce que vous apportez quand même des connaissances, un savoir-faire à ceux qui viennent. Après, il y a tout l'accueil, on a mis des toilettes à disposition, etc. D'accord. Ouais, j'imagine que dans d'autres conditions sanitaires aussi, on peut éventuellement déguster, ce que je vois, des verres. Ouais, c'est ça. On peut passer quand même. À la fin du sentier, on propose une dégustation. Voilà. Et puis oui, après effectivement, les clients qui viennent à la boutique peuvent déguster nos produits aussi. On peut proposer une dégustation sans problème, bien sûr. Bon, on attendra encore un petit peu pour le faire, mais bientôt. Voilà, donc sur les visites pédagogiques sur lesquelles on travaille, donc on propose à partir, en gros, on va dire du CE2, en fait, jusqu'au collège, lycée même. Et donc les pistes de réflexion sur lesquelles je travaillais, c'est sur le développement durable, donc à la ferme entre autres, et voilà, quelle est la place de l'agriculture dans le développement durable. Il y a aussi donc tout ce qui est économie circulaire à la ferme, donc là nous on travaille sur la paille. Il y a aussi les animaux de nos campagnes et donc les liens qu'il y a avec la ferme, donc là c'est plus pour on va dire le cycle C2, donc c'est l'école primaire, où donc là c'est pareil, il y a une forme de jeu de piste qu'on a mis en place pour expliquer aux enfants un petit peu les interactions, les liens, etc. Donc vous savez vous adapter. Il faut, hein. Il n'y a pas le choix. Bon, on va peut-être découvrir, après toutes ces explications, une découpe de volaille. Allez, quelques recettes, si vous voulez bien nous faire partager. D'accord, on vous attend. Alors nous voici dans le laboratoire. Et que va-t-il se passer? Alors donc il nous reste quelques belles dindes de Noël, comme on le disait tout à l'heure, et donc on propose de les découper pour les manger, on va dire un petit peu de manière différente que pour les fêtes, donc pas juste rôti. Donc voilà une dinde de 5,8 kg. Elle est costaud. Elle est dodue, voilà, donc il y a des blancs et il y a des belles cuisses. Alors en premier, c'est parti? Alors c'est parti. Donc là, une dinde comme ça fait à peu près combien de repas? Alors, donc on peut faire les cuisses, on peut faire juste les cuisses rôties ou les cuisses farcies. Ensuite, il y a les suprêmes qu'on va enlever. On va dire, moi, la semaine dernière, j'en ai mangé une. On a fait avec quelques blanquettes. Donc c'est on va dire des plats où on mange peut-être un petit peu moins de viande que juste sur des rôtis. On a fait 20 portions. Donc ça reste... c'est économique. Ça reste intéressant, ouais. Donc en premier, on découpe la cuisse. Donc, il y a la jointure. Hop là. Un petit coup de couteau. Ça se fait... Ça se fait facilement. Ça se fait assez bien. Donc ensuite, il y a un petit os là. Il faut le trouver. Je le fais tout le temps. J'espère que devant vous, je vais y arriver. Voilà. Donc, et ensuite, à cet endroit-là, il y a une jointure. Donc, clac. Voilà. Et là, on la tourne. Alors, quand on l'a devant soi, ça a l'air facile, mais c'est vraiment un cours de découpe. Et là, j'enlève le solilès. Donc, je coupe vraiment. Je racle la carcasse. Donc là, on a une cuisse. Si on enlève l'os qu'il y a là, et on prend un petit bout de peau là, on la fait farcie, ça fait un bon repas, un repas pour 4-5 personnes. Alors là, il n'y aura pas de solilès, on ne pourra pas le récupérer. Non, là, il n'y a pas de solilès. Après, donc, on enlève l'aile. Donc c'est pareil, il y a une jointure qui est ici. Il
faut juste bien l'avoir. Et une fois qu'on l'a, il faut la défausser. Donc on racle. Moi je commence par racler par le bas. Je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas une bouchère non plus. Hein. Vous avez appris sur le tas, voilà, c'est ça. Vous avez appris sur le tas. Ouais, et après, là, je racle au niveau du bréchet. Oui, en même temps, on apprend quelques mots de vocabulaire. Voilà, et donc en fait, hop. Donc là, c'est une partie qu'on peut rôtir ou on peut s'en servir pour la blanquette peut-être. C'est ça, vous pouvez en faire des filets, des escalopes à la crème, vous pouvez les paner. Et voilà. Donc là, on a ce qu'on appelle l'aile, le suprême. Donc voilà, et exactement de la même manière de l'autre côté. Et oui. C'est bon. Ça n'a rien à voir avec les suprêmes qu'on peut trouver en supermarché. C'est pas du tout la même qualité là. Voilà, et là. On voit la chair, on voit la graisse. Donc voilà la dinde qui a la réputation d'être grasse, ce n'est pas vrai du tout. C'est juste une question de cuisson. C'est une volaille qui supporte mal d'être saisie. Donc en fait, il faut vraiment ne pas la brusquer au niveau... Donc cuisson lente. Ouais, c'est ça. Une cuisson douce et une cuisson lente. Et là, on fait pareil. La cuisson au four d'une dinde, comment ça se passe? Alors oui, pour faire la dinde de Noël, puisque classiquement, c'est vrai qu'elle est cuite rôtie. Voilà. Alors, il faut la mettre à 150 à peu près. Maximum 160, mais 150 ça suffit. Une volaille comme celle-là, elle va cuire 5 heures. 5 heures. Ouais. On compte en kilos, c'est ça? C'est par rapport au temps de cuisson, se compte en kilos. Ouais, il faut compter environ 3/4 d'heure par kilo. 3/4 d'heure, voire 1 heure. Ça peut aller de 3/4 d'heure à 1 heure par kilo. Bon, sachant que ça ne se mange pas saignant. Et c'est ça. Il vaut mieux prévoir un petit peu de marge au cas où, parce qu'il ne faut pas que la viande soit sous-cuite. Ce serait vraiment dommage. Donc souvent, je conseille de prendre un petit peu de marge et éventuellement de la sortir et de la couvrir en fin de cuisson, mais surtout de faire en sorte qu'elle soit bien cuite. Alors là, vous n'avez pas coupé le cou. Vous le ferez en dernier? Moi, après, je peux m'en servir pour faire un bouillon. Donc en général, je vais mettre la carcasse à bouillir en entier. D'accord. Et du coup, j'ai pas besoin de couper le cou. Après, vous pouvez le cuisiner, effectivement, le faire en coup farci. Ouais. Voilà. Pour le deuxième. Et donc, là, j'aurais pu faire un tout petit peu mieux. Donc, on peut encore gratter un petit peu. Oui, il y a encore un peu de matière. Mais bon, donc, on peut faire après, le coup farci. Et puis, faire un bouillon, faire une soupe, s'en servir en fond de sauce. Il y a le foie et le gésier à l'intérieur. Merci en tout cas pour ce bel exercice réussi. Je ne fais pas mieux. Stéphane Sorel des Terrasses d'Éole nous a parlé de son projet d'agroforesterie. Alors qu'en est-il pour la ferme du Rouret? Alors, donc nous, c'est une pratique qu'on a déjà mise en place sur l'exploitation depuis un petit moment. Et là, effectivement, Stéphane est à l'initiative d'un projet un peu plus global, avec un groupement de producteurs sur, on va dire, une étude un peu plus scientifique et la mise en place un peu plus rigoureuse de ce genre de pratique. Donc effectivement, on s'y est joint et donc on va planter, on va étudier un petit peu tout ça, mais on va mettre probablement d'arbustes. On va rajouter des en bordure de champs, productives ou non. C'est quelque chose que vous faites déjà? Nous, c'est des choses qu'on fait déjà, qu'on pratique déjà. Là, la différence qu'il y a, c'est qu'on va pouvoir l'étudier de manière scientifique, un peu plus poussée. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est assez empirique en réalité. Et donc là, on espère avoir des mesures de l'efficacité de ces pratiques. Donc en fait, il y a plusieurs objectifs qui sont attendus. On peut se fixer plusieurs objectifs et donc à partir de là,
là choisir différentes essences, différentes sortes de plantations. Donc il y a un objectif qui peut être au niveau de la biodiversité, donc c'est l'augmentation de la biodiversité pour favoriser les services rendus, pour créer un équilibre, pour limiter les ravageurs, voilà, et améliorer l'état, la santé de la vigne. D'accord. Et la température aussi, ça joue un petit peu sur l'humidité, la température. C'est ça. Ça c'est le deuxième objectif, on va dire. Aujourd'hui, c'est pour lutter contre l'échaudage. En fait, on a vu des exemples l'an dernier avec les températures extrêmes qu'on a eues, jusqu'à 46-47 degrés ici, hein, et à certains endroits, la vigne a eu très chaud et elle a même séché sur pied. Donc, on espère, c'est pas qu'on espère, c'est que ça, pour le coup, c'est prouvé, en mettant des arbres, ça permet de rajouter une certaine humidité, un peu d'ombre. Voilà. Donc il faut étudier tout ça. Ça se fait pas n'importe comment, parce qu'il peut y avoir aussi un petit peu, on va dire, de compétition entre la vigne et l'arbre. Donc il faut voir les hauteurs, comment on va tailler, les distances, les essences. Donc voilà, tout ça, c'est un travail qu'on va faire en amont, et ensuite on étudiera les résultats de ce qu'on a mis en place. D'accord, donc l'agroforesterie, c'est le contrôle de la nature tout en la laissant agir sur les cultures environnantes. Donc l'agroforesterie, la définition clairement, c'est donc forestier, donc c'est les arbres avec une autre culture, une autre pratique agricole. Donc nous on la pratique dans les cerisiers avec les poules, c'est de l'agroforesterie. L'agroforesterie, souvent aussi, c'est les arbres avec du maraîchage ou les arbres avec des céréales. Et là, ce qui est assez nouveau, et c'est pour ça qu'on est pour le moment dans de l'étude, c'est les arbres et la vigne, c'est pas quelque chose qui est très courant, en tout cas qui n'a pas été beaucoup étudié. Donc on est voilà, dans des, entre guillemets, nouvelles pratiques, même si ce sont malgré tout des pratiques qui sont relativement ancestrales. Ce qu'on essaye de voir, c'est vraiment de mesurer l'efficacité de ces pratiques. Si vous voulez profiter des dindes qu'il reste à la ferme du Rouret, il suffira de suivre les panneaux indicateurs, surtout pas votre GPS, pour vous rendre au 679 chemin du Rouret à Mazan et venir rencontrer Florence.